Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on a la deuxième partie de l'entrevue avec Mathias Rioux qui a terminé son doctorat à 84 ans et qui a occupé toutes sortes de fonctions. Puis il y a beaucoup de choses à nous raconter sur le développement régional, en particulier sur la Gaspésie. C'est son lieu de naissance et son lieu d'amour, on pourrait dire. Donc, on va en connaître beaucoup plus sur qu'est-ce qui fait qu'en Gaspésie, il y a eu des difficultés économiques, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour réussir à faire de la Gaspésie une région prospère. On a aussi des actualités. Entre autres, on va parler d'un petit village vert en Ontario, dans le sud de l'Ontario, qui fait des efforts importants pour devenir de plus en plus vert. On parle aussi d'un village en France, dans le nord de la France, près de la frontière en Allemagne, dans lequel on voit un village qui se veut anticapitaliste et qui se veut aussi autonome, qui vise à avoir la plus grande autonomie possible. Je parle de René Lévesque. Bon, René Lévesque, c'était un des fervents de la décentralisation. On sait qu'il était né en Gaspésie. Pourquoi est-ce que tu penses que, puis René Lévesque, que toi, tu as côtoyé, pourquoi tu penses qu'il était décentralisateur? Probablement que c'est un des seuls premiers ministres qui avait vraiment une vision décentralisatrice. Est-ce que tu crois que c'est le fait de provenir de la Gaspésie quand tu étais plus jeune? Comment tu expliques ça, la volonté de décentralisation de René Lévesque? Oui, Lévesque est gaspésien, tu le sais, et évidemment, Lévesque est un journaliste qui a fait carrière sur le plan international et qui avait une conception de ce qu'appelle le développement des régions européennes, et il a amené ça, ce bagage avec lui. Mais sa culture gaspésienne l'a aidé à comprendre qu'on ne pouvait pas développer la Gaspésie comme on développe Montréal. Comprends-tu? Alors, il avait dit que le BAEQ avait mis la Gaspésie sur un fauteuil de psychiatre. On l'a psychanalysé pendant 3 ans et il avait conclu que le BAEQ a été un échec monumental. Lévesque arrive au pouvoir et il a une idée claire. Il faut que le pouvoir de l'État soit décentralisé vers les régions. Lévesque écrira, dans les années 70, un livre blanc qui ne sera jamais publié sur la décentralisation. L'évêque voulait doter les régions du Québec, la Gaspésie comme les autres, de gouvernements régionaux, élus par la population avec un pouvoir de taxer et imputable. Les péquistes, avec des crampes dans le ventre très souvent, tu as connu cette époque, ont refusé la thèse de l'évêque de décentraliser le pouvoir de l'État avant l'indépendance. On attend encore après, tu comprends? Alors l'évêque était convaincu que si on remettait aux régionaux la capacité juridique, constitutionnelle, fiscale et administrative de se prendre en main, ils pourraient gérer non seulement le développement, mais aussi l'éducation, la santé, le transport, la voirie, etc., etc. Alors, il avait une vision magnifique de ce que pouvait être le développement des régions. Et dès lors qu'il va prendre le pouvoir, il va se faire nommer ministre responsable du développement des régions. Il va créer les structures, il va créer les MRC. Bon, étant donné que son gouvernement ne voulait pas bouger de ce côté-là, ben, il s'est rabattu sur la création des MRC et c'est comme ça qu'a commencé l'institutionnalisation du développement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'opposaient à la décentralisation? C'était quoi la raison qui était invoquée à ce moment-là? Il se disait, le Québec, dans la Fédération canadienne, a tellement peu de pouvoir. Si on prend le petit pouvoir qu'il possède et on le décentralise dans les régions, l'État va devenir un État fantoche. Ce qui est faux, archi faux, c'est une erreur monumentale d'évaluation et M. Parizeau s'en est bien rendu compte un peu plus tard que c'était une fausseté incroyable. Alors, oui, René Lévesque avait une conception du développement, avait une conception de la politique. Il disait, soyez autonome dans votre municipalité, soyez indépendant dans votre région et vous deviendrez bien indépendant un jour au Québec.
Voyez-vous, c'était une démarche pédagogique. L'évêque était un pédagogue et ça a été le plus grand pédagogue que le Québec a eu au 20e siècle. Tu dis par rapport à l'histoire de la Gaspésie que les Gaspésiens, c'est pas tant de l'argent qu'ils demandaient que du pouvoir. Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Puis quelle sorte de pouvoir ils voulaient avoir? Lorsque tu n'as aucune idée de ton avenir, t'exige pas d'avoir le pouvoir. Si tu sais pas comment organiser la vie de ta collectivité, tu n'as pas besoin de pouvoir. Mais dès lors que tu commences à comprendre comment il faut développer la Gaspésie, t'exiges le pouvoir nécessaire pour le faire. Alors les Gaspésiens sont remontés dans leur histoire. Ils ont exorcisé leurs vieux démons. Ils ont pris conscience de leur force et de leur faiblesse. Ils ont, grâce à tous ces petits organismes, les CLD, les Carrefour Jeunesse Emploi, les CRD, les conférences administratives régionales, etc., les Gaspésiens ont appris à se parler. Ils ont développé une expertise qui, aujourd'hui, les rend capables de définir leur avenir et de mettre en œuvre les politiques publiques qui leur conviennent. Ils ont maintenant le savoir et ils ont développé un nouveau paradigme qui est le savoir local et le paradigme rural. Si bien qu'ils n'ont plus besoin de l'État pour penser leur développement. Ce qu'ils souhaitent de l'État, c'est que l'État leur remette essentiellement le pouvoir de s'organiser. Ils veulent pas plus d'argent, ils veulent pas plus de... Non, ils veulent le pouvoir de taxer, le pouvoir de planifier et d'aménager leur territoire selon leur génie. Et c'est ça qui est ressorti dans toutes les enquêtes que j'ai menées sur le terrain auprès des citoyens et des acteurs du développement dans la région. Au Parti québécois, tu disais tout à l'heure qu'on disait que les gouvernements régionaux, la décentralisation, ça devrait se faire après l'indépendance. Si on l'avait fait avant, est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose? Puis est-ce que tu penses qu'on aurait eu plus de chances d'être indépendant si on avait décentralisé les pouvoirs auparavant? C'est sûr que le rêve de l'évêque est demeuré une symphonie inachevée. Il a rêvé pouvoir organiser les régions du Québec selon un processus et selon des structures de participation. Il n'y a rien de plus beau que se donner les institutions qu'on pense les plus adéquates. L'évêque disait, mettons en place l'équipement structurel, l'équipement politique, et vous verrez que les gens vont les utiliser brillamment. Il avait la conviction, et c'était une démarche pédagogique, je l'ai dit il y a un instant, prendre en charge, prendre la responsabilité d'assumer son développement, c'est assumer de très grandes responsabilités. Mais pour les assumer, encore faut-il qu'on ait les outils politiques et les moyens fiscaux et la capacité économique de planifier. Alors ça, on ne l'a pas. Alors les gouvernements se sont refusés à ça. Alors si on avait commencé comme l'évêque nous l'a prêché, bien sûr que le Québec serait un pays depuis longtemps. Il aurait été probablement indépendant en 80 et sûrement en 95. Alors, lui, l'évêque voyait grand pour son peuple, il voyait grand pour les régions, mais autour de lui, il y avait des gens qui souffraient de myopie sociale et politique. Quand tu parles de la Gaspésie, tu utilises souvent le mot « pays de la Gaspésie ». Tu dis que tu es un fils du pays de la Gaspésie plutôt que de la région. Pourquoi tu utilises le mot « pays » ? C'est parce que j'ai l'habitude de dire que la Gaspésie, c'est ma patrie charnelle. C'est là que sont mes racines.
C'est là que je me ferai enterrer à côté de mes parents. Je retournerai dans le sol natal, cette terre magnifique. Et je nomme la Gaspésie parce que c'est un village gaulois, la Gaspésie. On a une insularité qui nous donne des caractéristiques presque uniques. On est des insulaires. On pense région. La beauté des Gaspésiens, c'est qu'ils se sont appropriés leur territoire. Ils l'ont pensé, ils l'ont conçu, ils l'ont imagé, et aujourd'hui, ils se l'approprient. Alors, ils envoient le message au gouvernement, le territoire est le nôtre, nous le comprenons, nous l'aimons, et nous voulons le développer selon notre propre génie. Alors, c'est pour ça que c'est le pays du Québec. Leclerc l'avait bien senti. C'est d'ici que viendra le cri qui va faire trembler tout le monde. Il le disait. La Gaspésie, c'est un pays. Là, les gens, évidemment, de Montréal appelaient ça un pays de misère. Les hommes d'affaires puissants disaient « Fermez ce village gaulois, ce village de pauvres, ce village de non-instruits qui vivent de transferts gouvernementaux. Transportons les Gaspésiens à Montréal et fermons ça. On en fera un parc naturel. » Les Gaspésiens ont reçu ces propos de l'ancien président de la Banque nationale comme des propos infamants. Ils ont reçu ça comme une blessure. Ils ont été meurtris par ces propos. Des gens riches qui voient le développement à Montréal d'abord. Tous ceux qui sont des Keynésiens, qui ont pensé que en développant Montréal, les régions du Québec allaient se développer comme par magie. On appelle ça le trickle-down effect, l'effet de ruissellement. Montréal va devenir tellement riche que par ruissellement, toutes les régions vont en profiter. Le BAEQ a recommandé ça. Ça n'a pas marché. Higgins, Martin, Reynaud ont recommandé ça. Ça n'a pas marché. Les théoriciens économiques néoclassiques, capitalistes, néolibéraux recommandent de développer Montréal au lieu de développer les régions. Ça ne marchera jamais. René Lévesque avait bien compris ça. Les rénovateurs sociaux avaient compris ça. Et les Gaspésiens ont très bien compris ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'espère que mes recherches vont servir à quelque chose et que de jeunes Gaspésiens, des chercheurs, vont s'approprier de mes travaux pour pousser encore plus loin l'analyse et dire aux Gaspésiens, oui, une autre Gaspésie est possible dans le respect de celle qui nous a vu naître. Une région rurale, une région riche. Et vous devriez voir aujourd'hui tous les entrepreneurs, les petits entrepreneurs gaspésiens qui mettent au monde de petites start-up, les jeunes pousses. Ils développent de façon magnifique des produits de niche qui fait la renommée de la Gaspésie. Souvenez-vous des frères Atkins qui sont arrivés à Mont-Louis, en Gaspésie, avec très peu d'argent. C'était pas des entrepreneurs, c'était des philosophes. Ils ont construit une entreprise qui, aujourd'hui, le saumon Atkins, les produits Atkins, sont vendus dans le monde entier. Ils ont eu une idée géniale. Alors aujourd'hui, à la table régionale en entrepreneuriat, en Gaspésie, les jeunes entrepreneurs sont en train de prendre en main le développement de la Gaspésie. Moi, ce que je souhaite au plus haut point, c'est que des grands groupes comme la Caisse de dépôt, comme Desjardins, comme le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'action de la CSE, Capital régional Desjardins, le capital de risque au Québec, ce qu'on appelle le capital de risque institutionnel. J'espère qu'un jour, ces gens-là vont jeter un coup d'œil sur le potentiel immense qui existe en Gaspésie et qui vont dire pourquoi ne pas mettre 1 milliard en
200 emplois, qui polluent comme c'est pas possible. Pourquoi alors ne pas donner aux entrepreneurs régionaux et locaux la possibilité, on ne leur demande pas de leur donner de l'argent, mettez du capital à leur disposition afin qu'ils puissent mettre au monde leurs rêves. Le jour où on arrête de rêver, tu le sais mieux que moi, on va à la retraite et on attend la mort. Alors les Gaspésiens, ils ne veulent pas mourir, comme Mainville leur a dit. Il leur a juste envoyé le signal et Ross leur a dit aussi. Bougez, car Ross disait, j'entends le peuple, j'entends les pas d'un peuple qui marche vers sa libération. Mainville a dit ceci d'extraordinaire. Faute d'exporter leurs produits, les Gaspésiens ont été obligés d'exporter leurs enfants. Alors, tu vois, c'est ça. Le rêve gaspésien, il est là, le potentiel est là. Il manque quelques moyens. Alors, si j'avais un message à envoyer à mon ami François Legault, que j'ai bien connu, qui est notre nouveau premier ministre, je lui dirais, François, regarde les régions périphériques du Québec. Regarde bien attentivement les régions ressources. Recrée un ministère des régions. Crée des organismes de développement que le gouvernement libéral a abolis. Donne aux Gaspésiens et à tous les régions ressources du Québec, permettre de se doter d'un gouvernement élu. Ils vont diriger. Ils vont mettre au monde un nouveau Québec. Le Québec des régions. Parizeau y a cru. Il n'a pas eu le temps. Lui, Legault, aura le temps. Et je me demande si ce ne sera pas la plus grande révolution qu'il pourrait faire. Permettre aux régionaux d'accéder au pouvoir chez eux et leur permettre de se donner un avenir selon leur génie propre. Ça, je pense qu'un gouvernement nationaliste qui a été élu par les francophones, largement, qui a été élu par les régions, ça serait un message extraordinaire. Et je lui dirais qu'il y a dans son équipe des gens qui sont capables de faire ça. Je pense à Jean-François Simard, par exemple, ancien député péquiste, docteur en sociologie, grand spécialiste du développement des régions. Il y en a bien d'autres. Et celui-là me vient à l'esprit. Et il me semble qu'on est mûr pour une révolution des idées et une révolution qui part de la base. Les gens en ont assez des politiques publiques conçues dans les officines du gouvernement et envoyées dans les régions et souvent mal appliquées qui conduisent à peu près toujours à l'échec. Je peux te dire que tous les modèles de développement qui ont été appliqués à la Gaspésie, tous les modèles appliqués à la Gaspésie depuis la Révolution tranquille ont échoué. Pourtant, il y a eu des pistes qui ont été mises avant. Souvenons-nous, le Québec des régions de Gendron, François Gendron. C'était un document magistral. Les péquistes ont refusé le document de Gendron, le Québec des régions. Il avait tenu des sommets dans toutes les régions du Québec. On l'a refusé. Mais les libéraux arrivés au pouvoir s'en sont emparés. Et ça a donné la réforme Picotte. Et Picotte, qui était un ruraliste, un homme remarquable, a fait avancer les régions du Québec de façon extraordinaire. La réforme Picotte a permis l'institutionnalisation du développement. On a créé des conseils régionaux de développement, des conférences administratives régionales. On a permis au MRC de prendre un peu de force, etc. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien de ça. Mais le génie est là. Les institutions sont disparues, mais le génie est toujours en place. Et je dis que c'est le plus grand gisement que j'ai découvert dans mes recherches
au cours des 7 dernières années. Alors, oui, je suis optimiste. Je suis très optimiste parce que je ne serais pas là aujourd'hui avec toi, mon cher. Bien, Mathias, merci beaucoup. C'est un témoignage, je dirais, touchant, pertinent. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir l'occasion de nous entendre. Puis je te remercie beaucoup. Puis je peux te dire que le travail colossal que tu as fait, là, il va servir à quelque chose. Puis ça prendrait plus de monde comme toi, Mathias. Merci. Je pense qu'à la base, là, ma mère pensait que ça allait être une mini-aventure où est-ce que, bon, on allait transformer puis on allait occuper le marché qui était déjà présent. Finalement, elle trouve ça bien le fun de nous voir aller parce que on fait du démarchage. Mais vu que son titre est vraiment plus à la production, bien là, ça augmente continuellement, justement, son devoir au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de Marie-Soleil, bien, c'est un peu le go-ahead que j'avais besoin, là, tu sais, le petit coup de pied qu'on a besoin pour se lancer, pour être capable de mieux affronter ses peurs puis se dire, bon, OK, là, j'ai rien à perdre. Je veux dire, j'ai 27 ans. Là. Si ça marche pas, je ferai autre chose après. Elles sont inspirantes parce que, je dirais que je les redécouvre sur une façon que je les connaissais pas à la base, tu sais. Le côté entrepreneurial dans tout ça amène le fait que c'est pas ma mère, ma sœur. Tu sais, ça devient des associés, mais en même temps, on évolue dans le même milieu. L'organisme INCA célèbre ses 100 ans. Ensemble, changeons ce que signifie vivre avec une perte de vision. INCA, visionnaire depuis 100 ans. On parle maintenant d'un petit village en Ontario, un petit village de 350 habitants qui s'appelle Eden Mills. C'est près de Guelph, dans le sud de l'Ontario. Et ce petit village-là, de 350 habitants, a décidé, il y a une dizaine d'années, de devenir le premier village au Canada carboneutre, autrement dit, qui est un équilibre entre sa consommation puis aussi la réduction. C'est une belle idée, pas facile à faire, mais ils sont en voie de l'atteindre. Présentement, on dit qu'ils ils ont réussi à économiser 50 de leur consommation d'énergie fossile. Ils ont diminué ça de la moitié. Et ils veulent continuer. Puis c'est basé à partir de 3 grands gestes, on pourrait dire, qui est de réduire, de remplacer et d'absorber afin d'éliminer le plus possible les énergies de type fossile qui veulent remplacer par des énergies renouvelables. On dit aussi qu'il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites. Là. Vous allez pouvoir voir, entre autres, quelques photos. On parle là, de récupération de chaleur par l'effet de serre. Ils récupèrent la chaleur le jour, puis le soir, ils peuvent s'en servir pour chauffer des bâtiments. On a utilisé aussi des panneaux solaires, ils ont planté des arbres, puis on a produit un petit guide d'une 40aine de pages qui indique aux gens comment réduire sa consommation d'énergie, comment faire en sorte qu'il y ait moins de gaz à effet de serre. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que même si on voit des gens comme Donald Trump, là, qui un pas fort, en tout cas, à mon avis, qui, lui, ne s'occupe pas de ça, bien, il y en a d'autres qui s'en occupent, puis on va finir par y arriver, parce que si chacun faisait on pourrait dire son effort, je pense que ça arriverait. Il y a encore d'ouvrages à faire, c'est sûr, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis moi, je dis à la petite municipalité d'Eden Mills, bravo, continuez, ça donne l'exemple à d'autres. J'ai trouvé un autre exemple de village intéressant. C'est un village français qui est près de la frontière allemande, dans le nord de la France. Un petit village, 2000 habitants à peu près, du nom de Ungersheim, qui s'est donné comme vocation d'être le plus écologique, mais aussi le plus démocratique possible. Puis pour ça, bien, on a utilisé toutes sortes de moyens qui sont à la fois anciens et modernes. Pour ce qui est de l'ancien, bien, entre autres, le transport des écoliers se fait avec un cheval. Les étudiants sont dans une charrette, ils restent à proximité, puis ça se fait comme ça. Mais du côté moderne, bien, c'est l'utilisation de panneaux solaires, photovoltaïques et compagnie qui fait que cette municipalité-là est capable de, on pourrait dire, rendre l'utile à l'agréable, qui est capable d'utiliser des moyens du passé qui sont encore intéressants, mais aussi ceux d'avenir. Puis je trouvais ça bien le fun. Puis il disait, entre autres, que leurs panneaux solaires, c'est entre autres pour chauffer la piscine, mais pour chauffer aussi les bâtiments, les principaux bâtiments de la municipalité. Puis ils se sont donné 3 règles d'art qui vont avec 3 objectifs. Le premier, c'est l'autonomie intellectuelle. On mise sur le savoir de la communauté, on veut savoir ce que les gens pensent, puis on a mis en place ce qu'on appelle une démocratie participative.
dans lesquels il y a des rencontres régulières, dans lesquelles les gens peuvent exprimer leur opinion et faire en sorte que les décisions soient le plus collectives possible. Et ça permet aux gens, là, au lieu de dire « bon, on ne nous consulte pas jamais », non, on nous consulte, puis on nous écoute, puis chacun peut apporter ses idées. Puis ça aide à faire avancer la communauté parce qu'il n'y a rien de plus beau que ce que j'appelle l'intelligence collective. Il y a plus d'intelligence dans plusieurs personnes que dans une seule. Bien, dans le village là, de Dongerchem, ils mettent ça en application. Deuxième objectif, c'est l'autonomie énergétique. On mise sur le solaire pour y arriver, mais aussi en misant le plus possible sur le remplacement des produits issus de la pétrochimie par des produits qui sont certifiés écologiques. Puis également aussi, il y a une chaufferie collective qui sert à plusieurs bâtiments, qui est en bois, qui est une ressource renouvelable. Et le troisième objectif, c'est l'autonomie alimentaire. Par le biais d'une filière qu'on appelle de la graine à l'assiette, on a mis en production 8 hectares de production maraîchère qui emploie une trentaine de personnes, au lieu d'avoir des gros tracteurs, etc. Non, on emploie beaucoup de monde, ça se fait à la main, qui produit 300 paniers hebdomadaires et qui fournit tous les repas scolaires, le déjeuner, goûter quotidien, pour les enfants, pour les gens de la municipalité, et ce, 100% bio. Bien, c'est bien intéressant, cette idée-là. Et je vous dirais que mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de villages intéressants, de villages qui, dans le fond, décident, en dehors du fait que les grands États font quelque chose ou pas, ils décident de faire quelque chose par eux-mêmes. Bravo encore une fois. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, à Option Région, on va vous parler d'un inventeur, mais aussi quelqu'un qui a voulu changer le système capitaliste. Il s'appelle Jean-Baptiste André Godin. C'est le fondateur, l'inventeur des poêles Godin, mais aussi il voulait amener un nouveau système économique, puis il a réalisé de grandes choses. On va vous montrer ça. C'est pas mal intéressant, je vous le dis d'avance. On va parler également de prix Nobel, on va parler aussi de changement climatique et de fonds verts. Des fois, des moins bonnes nouvelles aussi à travers de tout ça. Ça fait qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.